Nous sommes en 2025 et cette année, c'est la 3e conférence des Nations Unies pour l'océan, l'UNOC. Un moment unique pour mettre en lumière le rôle vital de l'océan et pourquoi le défendre. Mais comment faire, à notre échelle, pour s'engager, avoir un impact et trouver des solutions pour que vive l'océan ? Pour cette nouvelle saison, embarquons à bord de la goélette Tara, avec une fois encore des personnalités qui nous racontent pourquoi et de quelle façon elles s'engagent. Chaque épisode est une étude de cas, un exemple d'engagement, une piste de réflexion pour la protection de l'océan. Naviguons ensemble à travers ces regards croisés. Trois lettres. AMP. 3 lettres pour désigner les aires marines protégées. Vous aussi, vous en avez déjà entendu parler ? Solution miracle ou énième acronyme, les aires marines protégées sont-elles vraiment un rempart pour protéger le vivant ? Ensemble, nous allons découvrir ce qui se cache derrière ces 3 lettres. À quoi ça sert une aire marine protégée ? Quelles en sont les limites ? Et comment la société civile s'unit pour les aires marines protégées ? Je suis Eva Salomé de la Fondation Tara Océan et dans ce premier épisode, parlons des aires marines protégées et de tout ce qu'elles impliquent. Pour répondre à toutes nos questions, j'ai le plaisir de recevoir François Chartier, chargé de campagne océan chez Greenpeace, et Martin Alessandrini, chargé de plaidoyer et coopération internationale à la Fondation Tara Océan. Ils vont croiser leurs regards, ici, à bord de la mythique goélette Tara. François, Martin, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Pour partager votre expérience. Alors, on se situe dans ce petit laboratoire transformé en studio de podcast pour cette 4e saison. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Bonjour tout le monde, moi je suis donc chargé de campagne Océan pour Greenpeace France. Ça fait maintenant une 20aine d'années que je travaille sur la protection des océans, sur les questions des pêcheries, de l'exploitation pétrolière, de l'extraction minière. Et là, notre priorité, dans la perspective de la conférence des Nations Unies sur les océans à Nice, c'est d'avoir un engagement fort sur les aires protégées justement. Donc on est en plein dans le sujet. Et vous, Martin ? Moi, je suis Martin Alessandrini, je travaille à la Fondation Tara Océan depuis 4 ans comme chargé de plaidoyer. Donc mon travail, c'est justement de prolonger la recherche scientifique qui est produite à bord par les scientifiques partenaires de la Fondation pour essayer d'identifier des leviers de protection qu'on peut avoir basés sur nos connaissances scientifiques de l'océan. Dans ce podcast, on a pris l'habitude de commencer avec cette question. Quel est votre lien à l'océan ? Moi, c'est un lien de fascination assez fort en fait. Moi, j'ai toujours grandi loin de l'océan, mais c'était un espace qui m'a absolument émerveillé depuis que je suis tout petit. De toute façon, c'est très simple. Depuis que je suis tout petit, c'est le bonnet rouge du commandant Cousteau sur la tête et l'objectif de pouvoir un jour contribuer, soit à l'étudier, soit à le protéger. Donc, j'avais commencé des études de recherche pour faire de la recherche en biologie marine. Et puis finalement, je me suis réorienté vers la 2e étape après la recherche, au final, c'est celle d'accompagner les chercheurs pour pouvoir porter ces enjeux de conservation de l'océan et je m'y retrouve plutôt bien. Ça me permet d'être à la fois sur l'océan, comme en ce moment pendant mon embarquement sur Tara, et puis au contact de ceux qui peuvent réellement le protéger. Super. Et vous, François ? Moi, mon lien à l'océan, finalement, il est venu aussi en travaillant à Greenpeace, mais c'est l'océan qui m'a amené à travailler à Greenpeace, notamment l'image des zodiacs qui s'interposaient entre les harponneurs et les baleines. C'est ça qui m'a donné envie de militer pour la protection de l'environnement et pour la protection des océans. Et puis après, j'ai découvert la mer en partant en expédition avec Greenpeace dans pas mal de régions. Finalement, c'est un lien qui s'est construit, mais qui est maintenant très solide. Le ministère de la Transition écologique définit les aires marines protégées comme des espaces délimités en mer qui répondent à des objectifs de protection de la biodiversité marine et qui favorisent la gestion durable des activités maritimes. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on est réunis, c'est aussi pour parler des aires marines protégées. À la lecture de cette définition, il y a plusieurs questions qui me viennent. Une peut-être un peu naïve pour la première, mais comment on délimite un espace en mer ? Comment on choisit tel ou tel endroit pour savoir qu'on va le protéger ? À terre, c'est facile. Il y a des espaces qu'on peut marquer, mais justement, en fait, ce qui permet de délimiter une aire marine protégée, c'est une carte.
L'océan est fluctuant, les espèces se déplacent, donc c'est en cartographiant un espace maritime. Et on ne cartographie pas de manière comme ça, un peu sans raison. En fait, c'est en s'appuyant sur des enjeux environnementaux, sur des habitats, sur des espèces, sur des écosystèmes marins vulnérables, et puis sur des activités économiques qui ont un impact. Et finalement, c'est un jeu de superposition de calques qui permettent de cartographier et de se dire, là, il y a un intérêt ou il y a une priorité à protéger cet espace pour des enjeux de protection. Pour nous, avant tout, une aire marine protégée, comme son nom l'indique, ça sert à protéger la biodiversité dans une période où on a une crise, où on a un effondrement de la biodiversité marine, donc contribuer à enrayer cette chute de la biodiversité et aussi contribuer à ce que les océans restent résilients dans leur fonction dans le système climatique. Et qui va décider de définir cette cartographie ? Qui va prendre la décision ? J'imagine que c'est peut-être plusieurs acteurs. Le principe, c'est que ça doit reposer sur des bases scientifiques, mais après, c'est une décision politique. Et c'est là tout le problème, et on va en parler, c'est la question de l'ambition politique, du choix politique et des arbitrages face à des injonctions un peu contradictoires entre la pression du secteur, entre les enjeux de conservation, entre la mobilisation citoyenne, entre les recommandations scientifiques. On voit qu'on a un jeu d'acteurs extrêmement complexe pour la décision. On parle justement de gestion durable des activités maritimes. Ces activités donc sont principalement économiques. Ça peut regrouper la pêche, l'aquaculture, le tourisme, le transport et d'autres. Comment on trouve l'équilibre entre l'intérêt économique et ces enjeux environnementaux ? Si on prend que l'espace des aires marines protégées, on a une approche un peu biaisée. En fait, il faut voir que la gestion durable des océans, c'est 100% des océans. Et qu'une partie des océans, ce que la communauté internationale a décidé, c'est que 30% des océans, haute mer et eaux territoriales, doivent être protégés. Et donc là, la priorité, c'est de mettre en place des outils de conservation. Et dans la plupart des cas, si on se réfère notamment, par exemple, aux critères de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, les activités d'extraction industrielle doivent, par principe, être exclues des aires marines protégées. Et après, il peut y avoir des activités durables, il y aura la question de la pêche artisanale qui va se poser, typiquement. Mais globalement, les aires marines protégées ont pour vocation de conserver et de restaurer les écosystèmes. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'il y ait certains critères pour déterminer une zone. Est-ce qu'il y a, par exemple, certaines espèces qui sont plus importantes que d'autres à protéger ou au contraire, c'est un écosystème dans son entièreté qui est à protéger ? Comment sont mis à jour ces critères ? On a beaucoup de critères qui nous permettent de définir des aires marines protégées. Je pense que le point principal, qui est celui qu'a rappelé François juste avant, c'est qu'une aire marine protégée, elle est là pour protéger la biodiversité. Elle n'est pas là pour améliorer une ressource d'intérêt économique, elle n'est pas là pour tous ces enjeux-là, elle est vraiment pour un enjeu de restauration et de capitaliser sur le fait que l'océan il a une telle résilience que si on le protège efficacement, on va avoir une amélioration de l'état de santé en fait, de la zone. Okay. Aujourd'hui, on les définit justement avec soit des habitats, ça peut être les récifs coralliens, en France ça peut être les herbiers marins, les grandes laminaires qu'on a ici au large de la Bretagne, ça peut être des espèces précises en effet qui peuvent avoir un intérêt par exemple culturel ou patrimonial, les grandes baleines, les grandes tortues, les dauphins, etc. Tous ces animaux qui comptent aussi fortement dans l'imaginaire collectif parce que pour faire accepter des aires marines protégées, il faut être capable de convaincre qu'il faut les installer. Et parfois, travailler avec les espèces que le plus grand nombre connaît ou les habitats que les personnes connaissent le plus, c'est aussi quelque chose qui permet de les instaurer plus rapidement. Mais il y a tout un tas de nouveaux critères qui peuvent être en train d'être développés aussi. À la Fondation Tara Océan, on essaye d'étudier le plancton, son rôle dans l'écosystème marin. Peut-être qu'à terme, on sera capable de cartographier des zones où les espèces de plancton qu'on retrouve dans l'océan, elles remplissent des rôles qu'on n'est pas capable de voir à l'œil nu, mais par exemple la pompe à carbone biologique, des espaces comme ça, qui nous permettent de déterminer des zones basées sur des critères que pour l'instant on utilise peu ou même quasiment pas, et qui seront très complémentaires des approches notamment de celles dont François parlait pour la haute mer. Ça va être difficile d'identifier des zones clés à protéger dans la haute mer. Ce ne sera pas comme sur la côte où on connaît les récifs coralliens, les herbiers, les espèces comme ça. En revanche, en haute mer, il va falloir qu'on ait des cartographies un peu nouvelles, donc on va se baser sur les routes des mammifères marins, des animaux qu'on connaît un petit peu plus, ou alors sur ces nouveaux critères qu'on peut développer aussi avec les connaissances notamment du plancton. Vous en parliez tous les deux. Comment la science, justement, vient aider à la création ou en support pour les aires marines protégées ? La science, elle est le fondement même de l'outil des aires marines protégées. C'est les scientifiques qui nous ont prouvé que, en conservant des espaces marins donnés, et c'est l'intérêt en fait des aires marines protégées, c'est que ça protège l'aire marine protégée, mais également les espaces en périphérie. On va avoir ce qu'on appelle des effets de débordement.
lorsque les aires marines protégées sont réellement protégées, des effets de débordement où une zone donnée va être protégée, on va avoir une augmentation de la biodiversité qui s'y retrouve, et en revanche, cette augmentation de la biodiversité, elle va bénéficier aux espaces alentours. On peut imaginer aussi protéger par exemple des zones avec des rôles écosystémiques clés, notamment les zones de frayère où les poissons peuvent aller pondre leurs œufs, et on va forcément avoir un bénéfice sur le reste de l'écosystème. Donc la science, elle est au cœur même de l'outil des aires marines protégées. J'allais vous demander justement ce qu'on a un peu plus de détails sur comment une aire marine protégée peut contribuer à la préservation de la biodiversité. Alors la biodiversité c'est vaste parce que ça va du plus petit micro-organisme à un cétacé par exemple, mais comment par principe en fait ça va permettre leur protection ou la préservation de leur écosystème ? Quelque chose qui est assez fascinant, c'est que ça marche très bien et que c'est très résilient et que finalement les résultats on les voit assez vite. Ça protège la biodiversité en restaurant les habitats, très clairement, en permettant aux espèces de se reproduire. Ça, finalement, ça, pour employer un terme barbare, ça augmente la biomasse. Ça veut dire qu'il y a plus de poissons, on voit des poissons plus gros. Ça, c'est extrêmement important parce qu'un des critères, justement, qui permet de mesurer la dégradation des écosystèmes, c'est qu'on voit la réduction de la taille moyenne des poissons. Donc ça contribue finalement à non seulement la restauration des espèces, mais à leur interaction. Et puis, comme tu disais, Martin, c'est extrêmement important pour le rôle de pompe à carbone que jouent les océans. Aujourd'hui, on peut avoir un témoignage de la science, on peut avoir un témoignage de nous-mêmes aussi. En France, on commence à avoir des aires marines protégées, certaines qui sont protégées depuis relativement longtemps. Je pense notamment à la réserve naturelle de Porquerolles. Si vous avez déjà plongé là-bas, vous verrez que par rapport au reste de la Méditerranée, on est sur une abondance de poissons qui est rien par rapport aux abondances historiques qu'on a pu avoir il y a des siècles avant l'impact industriel de l'homme, mais où déjà on est sans commune mesure par rapport au reste de la Méditerranée. Et une fois qu'elle est créée, comment elle est gérée cette aire marine protégée ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi un grand enjeu de la gestion. Une fois qu'on a vu en se basant sur la science que c'était cette zone cartographiée qui était nécessaire, qui nécessitait une priorité de protection, on va dire ça comme ça. Comment on gère une aire marine protégée ? Comment ça se passe ? Je dirais là, on est vraiment au cœur du débat et peut-être aussi des divergences qui existent entre la société civile et le gouvernement et le secteur. C'est que identifier, cartographier des aires marines protégées, ça suffit pas. En soi, ça protège rien d'identifier sur une carte. Et aujourd'hui, si sur le papier, on a en France atteint les plus de 30%, donc l'objectif que s'est fixé la communauté internationale d'aires marines protégées, on est pour la métropole à 0,03 qui protège réellement. Et ça, je me base sur une publication du CNRS. Donc, avant même de se poser les questions de moyens financiers, c'est-à-dire qu'il faut des moyens humains, il faut des moyens matériels, il faut pouvoir contrôler, c'est quel est le cahier des charges et quel niveau de protection vont être mis en place. Alors, pas forcément sur l'ensemble de l'aire marine protégée, parce qu'après, il y a tout un travail de zonage. L'idée, c'est d'avoir des zones avec des protections très renforcées, voire protection intégrale, des zones tampons, et en fonction des enjeux, de panacher finalement les niveaux de protection. Et à partir de là, il faut des moyens, il faut co-construire avec les parties prenantes. Ça aussi, ça prend du temps et des moyens. Donc, il y a la question du temps pour créer de l'acceptation. Et puis, ça veut dire qu'il faut pouvoir contrôler. Ça veut dire qu'il faut que, par exemple, des agences comme l'OFB aient les financements nécessaires pour que ce qui est affiché en termes d'ambition publique devienne une réalité. Justement, j'y viens. La France détient donc le deuxième plus grand espace maritime mondial. Donc l'enjeu des aires marines protégées nous concerne fortement en tant que Français. Notre stratégie nationale d'aires protégées a défini pour objectif de couvrir au moins 30% du territoire national, terre et mer sous juridiction, en aires marines protégées, et de couvrir 10% du territoire national en protection forte. Aujourd'hui, on en est où de cette ambition, de cette stratégie ? Sur les 30%, on y est sur le papier. Ouais. Mais avec très peu de protection réelle. Finalement, ce qu'on a réussi à créer, et c'est intéressant comme première étape, c'est notamment avec les parcs marins, c'est un espace de concertation et de dialogue. C'est une première étape. Ce qu'on n'a pas réussi encore à faire, c'est à mettre en place des vraies mesures de protection par rapport aux différents enjeux et à créer finalement de toutes les parties prenantes une sorte d'acceptation de la démarche. Donc là, il y a énormément de travail et ça se cristallise notamment, récemment, on l'a beaucoup entendu, autour de la question que nous on porte, par exemple, de l'interdiction du chalutage de fond dans les aires marines protégées. Et on voit bien que quand on va vers des demandes de mesures un peu plus ambitieuses, il y a une vraie crispation du sujet. Sur les 10%, on est beaucoup plus loin, on est en moyenne à 4%.
sur l'ensemble. Donc en protection forte. En protection forte. Nous, on préfère dire protection stricte. Le terme de protection forte, c'est comme on dit des aires marines protégées à la française. J'emploie exprès les guillemets. Le terme de protection forte est une invention française qui correspond pas à ce qu'on pourrait définir comme de la protection stricte. Donc déjà, on voit bien qu'on a un débat sémantique. Et puis en surface, on est à 4%, mais malheureusement, l'essentiel a été mis dans les terres australes et antarctiques françaises. En métropole, on est très très loin. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeux importants dans les territoires d'outre-mer. Il y en a des très importants, mais c'est pas ça qui résout les enjeux ici en métropole. C'est un vrai enjeu, la lisibilité de l'enjeu des aires marines protégées, et c'est une vraie problématique. Déjà pour les grands publics, les personnes qui essaient de s'informer comme ça, mais même pour les professionnels qui suivent le sujet, c'est très compliqué en fait, parce que on a d'un côté cet objectif 30-30, c'est-à-dire 30% d'aires marines protégées d'ici 2030, qui est assez binaire en fait. On est soit dans les 70% non aires marines protégées, soit dans les 30% aires marines protégées. Et en fait, on se rend compte qu'on a un nombre de modèles d'aires marines protégées qui est absolument fou, avec des protections qui peuvent différer toutes les unes des autres, des activités qui sont autorisées ou non. Et on n'a pas ce standard international que tout le monde s'applique. Il y a celui de l'IUCN, qui est vraiment l'outil sur lequel on essaye de bâtir et qui permet d'avoir beaucoup plus de lisibilité sur ce qu'on appelle une zone de protection forte ou une zone de protection stricte, une aire marine protégée ou une non-aire marine protégée, enfin l'espace restant. Mais c'est un vrai enjeu de clarification et de lisibilité pour tout le monde qu'il faut avoir. Et c'est ce qu'on a fait notamment d'ailleurs cette semaine. On a organisé une journée autour des aires marines protégées pour avoir un débat avec l'ensemble des acteurs, y compris les acteurs économiques type énergie marine renouvelable ou acteurs de la pêche, pour justement essayer de clarifier cet enjeu des aires marines protégées. La première limite, c'est que si on met derrière la marine protégée des choses qui ne sont pas des aires marines protégées, on ne va pas avoir les bénéfices qu'on peut obtenir normalement avec une aire marine protégée, et donc on risque d'avoir un rejet de la part de la population ou des acteurs économiques en disant que les bénéfices qu'on nous avait promis avec cet outil de conservation ne sont pas là. Donc il y a un premier objectif de mise à niveau sur ce qu'est réellement une aire marine protégée, pour être sûr qu'on puisse témoigner des bénéfices qui sont normalement prévus et que la science démontre d'ailleurs actuellement. François a parlé des travaux du CNRS. Partout dans le monde, des scientifiques ont démontré qu'une aire marine protégée, réellement protégée, bénéficie à l'environnement ainsi qu'aux communautés locales. Donc je pense que c'est un des premiers enjeux et une des premières limites qui est posée de manière un petit peu subie par l'ensemble des acteurs de la conservation. Ce flou qui existe sur la définition réelle des aires marines protégées et donc potentiellement cette remise en cause de leur efficacité. Je dirais pour moi, il y a deux autres limites. Une des limites dans le débat, en fait, c'est que on est dans une logique de transformation progressive. L'idée, c'est pas aujourd'hui, du jour au lendemain, demain matin, on a 30% d'aires marines protégées, strictement protégées, en respectant tous les critères de l'UICN. C'est comment amener à ce niveau de protection-là. On a l'objectif de 2030, il est important et il est validé au niveau international, et donc il faut être dans une logique de transformation. Et l'autre limite, c'est on a tendance à ramener la totalité du débat des aires marines protégées autour de la question de la pêche. Et c'est un enjeu beaucoup plus vaste. Et à l'inverse, on a tendance à penser que les aires marines protégées pourraient répondre à tous les enjeux de gestion de la pêche. En fait, c'est un outil parmi d'autres. Si on pense que c'est le seul outil, qu'on a juste un marteau qui est l'AMP pour régler tous les enjeux de quotas, de taille, de mailles de filets, les techniques de pêche, la distribution du quota entre pêche artisanale et pêche industrielle, en fait, il y a énormément d'autres outils de gestion des pêcheries qui sont importants et qui sont déterminants. Et donc l'aire marine protégée ne doit pas cacher tous les autres enjeux. Donc voilà, à la fois ne pas résumer le sujet à la pêche et à la fois ne pas résumer l'enjeu de la pêche aux AMP. Les 30% d'aires marines protégées sauveront pas les 70% restants. Ouais. Il faut évidemment avoir une vision durable sur l'ensemble du reste de ces 70% qui couvrent la majorité de l'océan. Et justement, c'est ma prochaine question. Vous, quelle est votre vision pour protéger l'océan à long terme ? Pourquoi ? Parce que quand on parle de ces différents éléments, on peut dire, d'accord, pourquoi l'océan entier ne pourrait-il pas être une aire marine protégée finalement ? C'est intéressant, il y a un débat, il y a des chercheurs, notamment canadiens, qui disent que la totalité de la haute mer devrait être sanctuarisée, par exemple, alors qu'il y a des activités économiques. En fait, alors une vision à long terme, c'est déjà d'arriver à atteindre ces objectifs de conservation, c'est-à-dire que en fait, l'objectif, c'est ce qu'on doit atteindre, pas forcément le moyen. L'objectif, c'est que la biodiversité se restaure, qu'on sorte de ces situations où les stocks de poissons, notamment les espèces ciblées,
pour la pêche et donc pour l'alimentation humaine soit dans des situations très inquiétantes, l'érosion des côtes, etc. L'objectif finalement, la vision, c'est que les océans aillent mieux. C'est un objectif environnemental, mais c'est aussi un objectif social. J'évoquais la question de la pêche comme ressource alimentaire. Il faut avoir en tête que pour des centaines de millions de personnes, notamment dans les pays en voie de développement, c'est le seul accès à des protéines animales. Et c'est aussi un enjeu très important dans la géopolitique globale, et on voit bien qu'aujourd'hui elle est assez troublée. La question des traités sur la haute mer, la question de l'interdiction de l'extraction minière en haute mer, finalement c'est la question de est-on capable, dans le cadre du multilatéralisme, de décider collectivement de protéger nos océans. Et la vision, c'est que le multilatéralisme prenne le dessus sur les intérêts à court terme ou les intérêts économistes de certains États. Et puis enfin, c'est un enjeu qu'on peut qualifier de colonial, parce que finalement, ce qui illustre l'exploitation des océans, c'est souvent un rapport nord-sud très exacerbé. Je rebondis sur ce que François disait sur cet enjeu de sanctuarisation de la haute mer. Les aires marines protégées, c'est l'outil qu'on a actuellement, et un des outils d'ailleurs, parce que tu l'as rappelé, il y en a plein d'autres, un des outils qu'on a actuellement les plus efficaces et les plus opérationnels en termes de conservation. En revanche, sur le long terme, on peut se poser la question sur tout un tas d'autres outils, et nous on travaille avec un collectif qui s'appelle Let's Be Nice to the Ocean, dans le cadre justement de la conférence des Nations Unies pour l'océan, à ce qu'on appelle le principe de protection, qui est l'idée justement de... alors c'est pas d'inverser la charge de la preuve, c'est de refuser l'inversion de la charge de la preuve, parce que normalement depuis Rio en 1992, on nous a dit que avant d'avoir toute exploitation de ressources naturelles, on doit démontrer, et le principe de précaution est là pour ça, que les impacts seront minimes sur la ressource et sur l'environnement. Aujourd'hui, on voit bien que c'est pas le cas, à part sur l'exploitation minière des grands fonds, qui est un des rares cas où on arrive avant même que l'exploitation ait lieu, et où donc on essaye de pousser pour ce principe de précaution. Malheureusement, on est toujours dans un objectif de démontrer de l'intérêt de mettre une aire marine protégée face à des actions économiques. Et donc on pousse justement cet enjeu du principe de protection, qui serait de dire la protection devient la norme, et on identifie des zones où on peut avoir une exploitation raisonnée des activités économiques et donc des ressources. Évidemment, ça ne va pas s'appliquer tout de suite, c'est une vision à très long terme, mais on essaye déjà de planter cette graine pour qu'elle puisse germer dans les années à venir, et que notamment, par exemple, dans la mise en œuvre du traité sur la haute mer, ou encore peut-être des réflexions sur la Camelar en Antarctique, on puisse avoir justement ce principe qui vient se poser là, de principe de protection de l'océan comme la norme et non l'exception. Si vous aviez un conseil pour quelqu'un qui a envie de s'engager? D'abord de se renseigner, de se cultiver. On voit bien, et ça c'est l'énorme travail que vous faites, Tara, avec la science, c'est que tous ces enjeux, typiquement la question par exemple du rôle du plancton, qui est au courant aujourd'hui, sans aucune dénigration, etc. Mais on a besoin d'abord de transmettre ce savoir. Si on ne sait pas, on ne protège pas. Ce qu'on ne connaît pas, on ne protège pas. C'est pour ça qu'aussi nos deux organisations des navires, c'est en montrant ce qui se passe en mer et en le ramenant en terre qu'on peut créer cette mobilisation. Et puis après, j'ai envie de dire, on parle d'un combat politique. Donc nous, ce qu'on peut appeler les gens, c'est de s'engager dans les organisations, c'est se mobiliser, c'est participer finalement pleinement au débat politique pour peser dedans. Parfait. Pour vous, Martin ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit François. Moi, mon engagement, il vient d'un émerveillement assez tôt dans ma vie sur l'océan, mais tout le monde n'a pas forcément la chance de pouvoir être au contact directement de l'océan, mais c'est vrai qu'on a des organisations comme Greenpeace, comme Tara, qui sont capables de partager cet océan. Donc se renseigner, s'informer, c'est le premier moyen de s'engager. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est de plus en plus difficile d'avoir accès à une source d'information brute, non biaisée, non transformée d'un point de vue ou d'un autre d'ailleurs, mais c'est vraiment le point principal. Et après, évidemment, de s'engager, il y a tout un panel de possibilités d'engagement différents, des petites associations locales jusqu'à un engagement professionnel. Ça peut être... chacun contribue à cet objectif, mais l'objectif, il est commun. C'est pas que des petites actions individuelles isolées, c'est un objectif commun qu'on se bâtit parce qu'on s'est tous renseignés collectivement sur la chose, qui nous permettent que tous ces engagements individuels aillent vers le même objectif.
Parfait. François Martin, merci beaucoup pour ce bel échange. Merci Eva. Donc on l'a vu, Eva. les aires marines protégées sont un des outils pour protéger l'océan s'ils sont correctement mis en place, qu'il est nécessaire de s'unir pour porter la voix de l'océan. Tara, durant cette mission UNOC, est plus que jamais un lieu de dialogue entre la société civile, les responsables politiques et les acteurs économiques pour parler des enjeux de protection de l'océan. Il est temps pour nous de descendre à quai, car Tara reprend la mer pour sa mission spéciale, direction la 3e conférence des Nations Unies pour l'océan. Merci de nous avoir écoutés. Un podcast de la Fondation Tara Océan, produit par Good Drama et réalisé par Studio Fred H. Vous pouvez nous soutenir en partageant ce podcast et en parlant de nos actions. Ensemble, défendons le vivant, protégeons l'océan.